Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre. Bonjour, je m'appelle Laura, je suis psychologue. Bienvenue dans Ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Je suis le docteur McMurphy, RP McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout va très bien, je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout. À chaque fois, c'est moi la bonne poire. Et après, je me réveille et puis je me sens complètement vide. J'ai rien. Et qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi. Vous pensez que je me suis fait des idées? Que j'entends des choses que je devrais pas entendre? Vous écoutez l'épisode 23 et comme vous avez remarqué, je suis encore une fois accompagné par Laura. Bonjour Laura, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, je te remercie. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, parce que nos agendas font que on n'a pas réussi à trouver vraiment le temps d'enregistrer un épisode tout récemment. Donc je sais pas, qu'est-ce que t'es devenu entre décembre et janvier ? J'ai doublé. Non, je rigole. J'ai profité des fêtes. J'ai eu des cadeaux, j'ai offert des cadeaux, j'ai mangé. Enfin, c'était vraiment chouette. Et toi ? Moi, j'ai fait le Covid. Après, j'ai fait une rhinopharyngite. Et là, je suis sur un milieu de grippe, on va dire. Voilà, donc l'enjeu pour moi, ce soir, ça va être de ne pas tousser, ni de me moucher pendant tout le podcast. Voilà. Eh ben, on croise les doigts, là. J'en profite puisque c'était la fin de l'année il n'y a pas longtemps pour revenir sur les épisodes qui ont été le plus écoutés l'année dernière. Et figure-toi que sur le podium, le premier c'est Vice Versa. Vice Versa, premier du nom, qu'on avait fait donc avec Laetitia à l'époque. Nous deux, on avait fait Vice Versa 2. Ouais. Voilà, qui arrive en 4e position, donc c'est pas mal, parce que c'était ton premier épisode, et voilà, tu arrives 4e, donc félicitations, très Merci. joli palmarès. En numéro 2, c'est Black Swan, et à ma grande surprise, le 3e épisode le plus écouté l'année dernière, c'est l'épisode sur Rambo. Ouais, c'est drôle. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va pas du tout parler de Rambo, on va parler du film Tati Daniel. Tati Daniel, parce qu'on n'a pas eu l'occasion souvent de parler dans ce podcast de la psychiatrie du sujet âgé, et je trouvais que c'était l'occasion, avec ce film un peu original, d'aborder ce thème-là, et en particulier le thème de la personnalité narcissique et des pervers narcissiques aussi, on va en parler. D'ailleurs, on va dérouler un petit peu le plan. On va commencer justement par parler des personnalités narcissiques. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est être narcissique ? Quand est-ce qu'on devient narcissique ? Comment on devient narcissique ? Tout ça, on va développer, surtout toi. On dirait un mot sur les diagnostics différentiels, et notamment les différences qui peuvent exister entre certains personnages qui peuvent se ressembler dans le film Tati Daniel, mais finalement pas tant que ça. Tu nous diras un petit mot de l'emprise et de la manipulation. Ça, c'est vraiment quelque chose de typique qu'on retrouve chez les pervers narcissiques. Moi, je vous dirais un mot des troubles psychiques chez le sujet âgé. Alors bon, évidemment, ça, c'est un sujet hyper vaste. On va juste effleurer le sujet, parce que je pense que ça pourrait... cet item-là, il pourrait en lui-même faire un podcast de 2 heures, donc on va essayer de faire soft. Et puis on terminera, comme d'habitude, par notre avis sur le film et nos recommandations. Voilà. Je crois qu'on vous a tout dit. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Ma séance de psy, épisode 23, c'est parti. Alors, Tati Daniel. Tati Daniel, c'est une comédie française de 110 minutes, sortie en 1990 et écrite et réalisée par Étienne Chatiliez, avec dans les rôles principaux Tsila Chilton, qui joue Tati Daniel, Catherine Jacob, qui joue Catherine, la belle-fille, et Isabelle Nanty, qui joue l'auxiliaire de vie. Alors, Étienne Chatiliez, c'est un réalisateur français, vous en doutez,
Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Étienne Châtilliez, au départ, il n'était pas vraiment dédié à une carrière de réalisateur de films. En effet, lui, son travail, c'était d'écrire des scénarios pour les publicités. Et notamment pour une marque de chaussures célèbre qui s'appelle Eram, qui a été créée dans les années 70 et qui existe toujours, j'ai vérifié du coup, entre-temps. Moi, j'étais vendeuse chez Eram. Non. Si. Les dimanches, au centre Les Quatre Temps, vous m'avez peut-être retrouvée là-bas quand j'étais étudiante pour payer ma coloc. Voilà. Les 4 temps à la Défense. Et bien sûr. Oh, incroyable. Magasin Eram. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Vendeuse. Vendeuse. Véridique. Donc Eram, ouais, voilà, qui vendait des chaussures bon marché, mais avec un style, dans le style de chaussures pas bon marché, quoi. Oui. Hein, grosso modo, c'est ça l'idée. Et donc il écrivait les scénarios pour les pubs, et puis un jour il était sur le tournage d'une pub Eram, et puis voilà, il en profitait pour donner un ou deux conseils, ou donner un petit peu son avis sur la façon dont la pub allait être tournée, et puis le producteur qui était là lui a dit, bah, écoute, tu devrais essayer d'en réaliser une toi-même. Et alors lui, comme il avait un peu d'ego, il s'est dit, bon bah ouais, ok, chiche, je vais le faire. Alors qu'il n'avait jamais tenu une caméra de sa vie, il n'a aucune notion de réalisation ni quoi que ce soit. Et donc il s'est lancé, et c'est comme ça qu'il est devenu le réalisateur attitré de toutes les pubs Eram. Donc c'était dans les années 80-90, les pubs Eram, c'était des pubs hyper mises en scène, très facilement reconnaissables, avec souvent des gens qui dansent, et puis qui annoncent le prix de la chaussure sur une petite musique entraînante, avec à chaque fois des thématiques différentes. Et donc c'est comme tous les réalisateurs une grande partie en tout cas des réalisateurs de cinéma, ils commencent par faire ses armes avec la pub, d'autres ont fait leurs armes avec les clips. Lui c'est avec la pub, et il se retrouve finalement dans la fin des années 80 à faire son premier film qui est La vie est un long fleuve tranquille, qui est une satire sociale sur la différence de classe, les préjugés, et donc il mettait en scène la famille Groseille et la famille Lequesnoy. Donc la famille Groseille qui était une famille de Français, on va dire, moyens, et la famille Lequesnoy qui était une famille bourgeoise, catholique, voilà. Et donc le film racontait un peu le choc des cultures entre ces deux familles. Ça a été un vrai succès pour lui, et le film Tati Daniel, il arrive un peu après ce succès-là. Tout le monde l'attend un petit peu au tournant, et il décide de faire ce film-là sur une personne âgée méchante, on va dire. Il a fait d'autres films qui sont connus, Le bonheur est dans le pré, Tanguy, Agathe Cléry, un peu moins connu, mais un peu moins intéressant d'ailleurs aussi. Voilà, et les thèmes récurrents dans ces films, c'est les inégalités sociales, les conflits familiaux, et puis les travers de la société bourgeoise, parce que lui, il est issu d'une famille assez bourgeoise, et il se plaît souvent à critiquer ce monde-là. Et ça se sent aussi dans Tati Daniel, quand ils sont à table avec les amis, qui parlent des voyages, on sent qu'il a été peut-être marqué par cette classe. Et donc effectivement, Tati Daniel, c'est l'histoire d'Étienne Châtilliez qui voulait montrer la vieillesse autrement. C'est-à-dire qu'il disait que Tati Daniel, c'était, je cite ses propres mots, une salope intelligente. C'est-à-dire pas seulement quelqu'un de bête et méchant. Et aussi quelqu'un qui n'est pas devenue méchante, cruelle comme ça avec l'âge, mais qui était sans doute comme ça, même plus jeune, mais qui a vieilli et en restant méchante. Il ne s'est pas amélioré, quoi. Elle ne s'est pas améliorée en vieillissant. Donc au départ, le challenge, c'était de faire aimer au public quelqu'un de détestable. Bon, le film a quand même été nommé au César, le meilleur premier rôle pour Cilla Chilton, qui est surtout une actrice de théâtre, moi que j'ai jamais revue d'ailleurs, ou vue au cinéma. Et elle est surtout connue en fait dans le milieu du théâtre parce que c'est elle qui, d'après ce que j'ai lu, aurait formé quasiment la totalité de l'équipe du Splendide, donc Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Josiane Balasco, Marianne Chazelle, Guy Monkey, Christian Clavier, voilà, bon, bref.
Il y a eu une nomination au César aussi pour le meilleur second rôle pour Catherine Jacob et meilleur espoir féminin pour Isabelle Nanty, donc c'était le premier film, je crois. C'était le premier film aussi de Karine Viard, qu'on voit faire une apparition par-ci par-là dans le rôle de l'assistante de l'esthéticienne, enfin dans le cabinet d'esthétique de Catherine Jacob. Qui est bien maquillée d'ailleurs, bien maquillée. Ouais, elle est bien maquillée, c'est vrai. Dans les années 80, tu sens que... Et qui adore épiler les clientes, qui prend un malin plaisir à leur arracher les poils. Ok. Alors, maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet en parlant de la personnalité narcissique. Alors, je continue dans mon tunnel et puis après je te donne la parole. Mais on va commencer par faire un petit peu de mythologie, à savoir d'où vient ce terme narcissique et qui était Narcisse. Alors Narcisse, il faut savoir que c'était un très beau garçon. Peu comme toi, Sylvain. Voilà. C'est moi, mais juste un tout petit peu en dessous, tu vois, pour te dire le niveau. Vraiment, on est vraiment sur du gars méchant beau, quoi. Oui. Voilà. Mais qui avait un travers, c'était qu'il était très fier. Et que donc il était très beau, mais il envoyait un peu promener tout le monde. Et puis un jour, il n'a pas envoyé promener la bonne personne. En l'occurrence, c'était une nymphe qui s'appelle Écho et qui, pour se venger, décide d'aller demander de l'aide à ni plus ni moins que la déesse de la vengeance, Némésis. Et Némésis va condamner Narcisse à tomber amoureux de son propre reflet. Et c'est comme ça que Narcisse finalement va finir par mourir à force de chercher en permanence à attraper son reflet. Alors, il y a différentes versions. Il y a une version qui dit que Narcisse, en étant hypnotisé par son reflet sur un pont au-dessus de la rivière, est tombé du pont et s'est noyé. Après, sur les représentations et les peintures, souvent on voit Narcisse allongé au bord du fleuve, perdu dans son reflet. L'histoire voudrait qu'il soit décédé à cet endroit-là, et que justement, à l'endroit où il est mort, il y a des fleurs particulièrement belles et blanches qui ont poussé, qui s'appellent maintenant les narcisses, qui ont cette particularité, c'est d'avoir le bulbe qui est incliné vers le bas, comme la tête de Narcisse qui regarde son reflet dans le fleuve. Voilà. Et alors, donc là, Narcisse, on y fait référence pour la personnalité narcissique, mais c'est important aujourd'hui qu'on fasse la différence entre personnalité narcissique et les pervers narcissiques. On met des guillemets, parce que c'est pas la même chose. Le narcissique, c'est quelqu'un qui peut être... Enfin, la personnalité narcissique, ça se manifeste chez quelqu'un qui peut être agaçant parce qu'il est égoïste, il a besoin de capter l'attention, il se croit tout permis, il a l'impression que tout lui est dû. Alors que le pervers narcissique, c'est une personne toxique qui va prendre du plaisir à rabaisser l'autre pour se mettre en valeur. Et c'est quelqu'un qui pratique vraiment la manipulation. C'est quelque chose de très orchestré, organisé. Voilà. C'est pas seulement une façon d'être, pervers narcissique. D'ailleurs, on peut retrouver des phrases classiques dans la bouche des pervers narcissiques comme sans moi tu n'es rien, ou si je vais mal c'est de ta faute, ou alors je fais tout ça pour ton bien et en plus tu t'en rends pas compte. Voilà. Et puis surtout, les pervers narcissiques, ils vont chercher à vous écarter un peu et même beaucoup, de vos amis et de votre famille. Donc, parce qu'ils risqueraient de vous mettre la puce à l'oreille. Parce qu'eux voient l'extérieur. Donc en fait, il faut vraiment une stratégie pour isoler. Et donc on peut l'entendre dire des phrases comme tes amis t'aiment pas vraiment, ou alors tes amis profitent de toi. Voilà. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on devient un pervers narcissique, Laura ? Alors, effectivement, on ne naît pas pervers narcissique, on le devient. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure très justement, c'est pas une personnalité narcissique, c'est une perversion morale doublée d'un narcissisme exacerbé. Donc, c'est vraiment le cumul des deux. Et comment est-ce qu'on le devient ? Eh bien, c'est une réponse de défense à un monde qui nous entoure. Parce que ce monde, à partir de 4-5 ans, l'enfant, pour ne pas tomber dans la psychose ou la schizophrénie,
va développer un mécanisme de défense sur un mode qui est offensif. Alors c'est rigolo parce qu'un mécanisme de défense, c'est censé défendre. Et quand on est offensif, on attaque. Donc cette personnalité, elle se défend en attaquant. Et elle se défend de quoi ? Eh bien, d'un environnement qui est extrême. Alors l'environnement extrême d'un enfant, bien malheureusement, ça va être effectivement les violences physiques, par exemple les coups, mais aussi les violences psychologiques. Ça peut être des humiliations, ça peut être des insultes, ça peut être des abus, la maltraitance en général, et ou à l'inverse, ça peut être une surprotection, tu sais, ce qu'on appelle le syndrome de la maman ours. Ça va être des parents, pas que la maman ou le papa qui enferme l'enfant dans une bulle et qui le laisse être capable de rien. C'est une forme de surprotection. Ça peut aussi entraîner ce genre de trouble. Il peut y avoir aussi des éloges ou une surévaluation, une surconsidération des capacités de l'enfant, donc qui va lui donner un sentiment de perfection et de grandiosité. Ça peut être aussi l'absence de tout ça, absence de chaleur, absence de contact. Ça peut être aussi zéro limite. Ça veut dire qu'un enfant à qui on ne donne pas de limite, et il n'intègre pas les règles, et il n'intègre pas les lois. Et derrière, il ne développe pas, on verra tout à l'heure, l'empathie, qui est très important pour considérer l'autre comme son alter ego. C'est quoi alors, les enfants gâtés sont des pervers narcissiques en puissance ? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a gâté et là on est sur... Il y a un équilibre à trouver et on peut gâter son enfant sans le pervertir. On va affoler les parents, genre Non, il faut faire... je pense qu'il faut être... il faut avoir un équilibre. Les extrêmes, de toute façon, en général, c'est jamais bon. Donc dans la parentalité, c'est pas bon non plus. Et c'est intéressant de se poser la question. Les enfants, en fait, on a l'impression de donner beaucoup, mais parfois on ne fait que prendre. Et ça, c'est intéressant de se poser la question à quel moment je donne, mais à quel moment je prends, et il faut que je me retienne. Donc c'est une petite... la question s'est posée de l'hérédité, c'est-à-dire est-ce que si tu as un papa ou une maman qui a ce trouble de la personnalité, est-ce que ça va être héréditaire ? Eh bien malheureusement il n'y a pas assez d'études aujourd'hui en ce sens. En revanche, il y a des études sur le sentiment d'infaillibilité et de grandiosité qui se transmettraient. Mais après, quel est l'ordre de la génétique ou du mimétisme ? Comme je dis, quand on fait des blagues en famille, souvent on va faire des blagues. Quand il y a de la musique en famille, souvent ça va faire des musiciens. Donc effectivement, si on a un papa ou une maman qui est très qui se trouve parfait, qui a des idées de grandiosité, eh bien peut-être qu'on peut aussi calquer. Donc voilà pour l'hérédité. Il y a aussi une vision qui était intéressante d'un sociologue qui s'appelle Marc Joly, qui a écrit un livre très intéressant là-dessus, en disant que les pervers narcissiques, parce qu'on en parle beaucoup, et c'est un grand mot qui est presque dans la bouche de tout le monde aujourd'hui, et j'étais ravie quand tu m'as proposé ce podcast parce que c'est intéressant de remettre un peu le facteur sur son vélo et de définir plus précisément ce que c'est, parce que sinon on l'utilise à tort et à travers, et justement on pourrait penser que en ce moment on est dans l'âge d'or du pervers narcissique, et Marc Joly a cette hypothèse qui est que c'est une sociopathologie, c'est-à-dire que c'est une réaction à la perte de légitimité sociale et juridique de la domination masculine. Il est vrai que les rapports changent, que les lois changent, que les mentalités changent, et entre parenthèses tant mieux. Lui dit que le pervers narcissique serait une adaptation perverse aux nouvelles normes d'égalité dans la société et en couple. On va quand même parler un peu de la sémiologie de la personnalité narcissique. En tout cas, on va énumérer les différents traits qu'on peut retrouver. Bien sûr, là, on va se baser sur les critères du DSM-5.
On va voir si on les retrouve d'ailleurs chez Tati Daniel. Le premier, c'est le besoin d'être admiré. Ça semble un petit peu évident. La personnalité narcissique, c'est quelqu'un qui a besoin de sentir le regard des autres sur lui. Ensuite, il y a la conviction de disposer d'un droit, d'être un peu au-dessus des règles, ou en tout cas d'être particulier. La personnalité narcissique va avoir tendance à exploiter les autres pour atteindre ses propres objectifs. C'est quelqu'un qui manque d'empathie, c'est-à-dire qui ne comprend pas forcément les sentiments des autres, ou qui s'en moque. Il a aussi le sentiment parfois qu'on l'envie ou qu'on convoite les choses qu'il possède. C'est quelqu'un qui fait preuve d'arrogance et de fierté. Fierté, on en parlait tout à l'heure avec le personnage de Narcisse. C'est quelqu'un qui a un sens exagéré et infondé de son importance. Vraiment, il est persuadé d'être limite mégalo des fois. Il peut avoir tendance à cacher des informations pour arriver à ses fins. Et c'est quelqu'un qui va avoir tendance à s'énerver facilement si on ne répond pas à ses besoins dans les plus brefs délais. Alors évidemment, c'est pas parce que vous reconnaissez dans un ou deux de ces traits-là que vous êtes quelqu'un qui a une personnalité narcissique. On a tous une personnalité qui est formée de différents traits subtils. C'est la combinaison de ces différents traits qui font notre caractère et la personne qu'on est. Et c'est pas pour ça que vous êtes forcément quelqu'un de narcissique. En théorie, il faut au moins des traits parmi tous ceux que je vous ai cités, mais surtout pour avoir un trouble de la personnalité, il faut que ces traits de personnalité ils nous empêchent de fonctionner normalement en société, que ça soit handicapant. Oui, puis il y a plusieurs degrés dans ces traits-là, c'est-à-dire le manque d'empathie. Si vous vous dites mais ça se trouve, moi j'ai pas trop d'empathie, parfois je me balade dans Paris, il y a beaucoup de sans-abri et je ne m'arrête pas devant chaque oh là là, je manque d'empathie. Alors, dans la personnalité, le pervers narcissique, le manque d'empathie va s'exprimer dans cette forme de manipulation par la déshumanisation des personnes. C'est-à-dire que ça va être des objets qu'on va utiliser et qu'on va maltraiter. Donc, on le voit dans Tati Daniel, son auxiliaire de vie qui monte et qui nettoie les lustres, elle tombe, elle meurt devant elle. Tati Daniel lui met un coup de canne, morte, et lui dit « Même ça, t'es pas bonne en gros, même pour ça, t'es pas bonne, quoi. » Donc, elle insulte une décédée, et puis elle va lui taper. Donc, en fait, on est vraiment là dans un extrême. Donc, c'est bien aussi de marquer différentes formes de manque d'empathie, quoi. D'accord, est-ce que ça s'exprime autrement ? En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que la personnalité, le pervers narcissique a une douleur, donc on l'a vu, par son enfance, par son histoire, a une douleur qui est profonde comme un trou béant. Et cette douleur, en fait, elle est tellement pas supportable qu'elle va vouloir détruire, la mettre sur quelqu'un d'autre pour s'en débarrasser, mais en vain. Donc en fait c'est une personne qui va bien nulle part. Alors on le voit avec Tati Daniel, elle va pas bien dans sa énorme maison bourgeoise à Auxerre, elle va pas bien à Paris, elle va pas bien en maison de retraite. Donc Tati Daniel ne va bien nulle part parce qu'elle va pas bien à l'intérieur d'elle. C'est des gens qui cherchent, on l'a vu, l'admiration à tout prix. Il y a cette scène mémorable où elle met le feu à l'appartement à la fin et où les pompiers la descendent et elle a un public, un parterre. Et elle a son dernier effort en regardant et on sent une satisfaction alors que elle est passée près de la mort. Et d'ailleurs, c'est de la recherche d'admiration à tout prix. Elle est capable de se faire du mal pour avoir de l'admiration. Donc on est dans une stratégie qui est masochiste. Lorsqu'elle se lève la nuit pour faire des crises de boulimie
et derrière vomir et salir, parce que c'est son arme à Tati Daniel. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film, si vous l'avez vu, mais Tati Daniel se sert, certains pervers narcissiques se servent de leur charme, de leur sex appeal. Tati Daniel se sert d'une arme malheureusement infaillible qui est « je suis âgée ». Donc en fait on est censé s'occuper de moi et on est censé nettoyer mes saletés. Donc elle le fait exprès pour rabaisser, et là on est vraiment dans une violence psychologique. Et donc il y a cette histoire de persécution, de vengeance. Elle dit d'ailleurs à son mari qui est décédé, avec qui elle parle, ils en ont après mon argent, tu te rends compte, après tout ce que j'ai fait, etc. Donc en fait, elle veut se venger, sauf qu'en fait, il n'y a aucune logique, il n'y a aucun équilibre. C'est pas, si tu veux, tu me donnes un coup de poing, ne le fais pas. Tu me donnes un coup de poing, je t'en redonne un. C'est un donné pour un rendu, c'est logique, c'est équilibré. Tati Daniel n'a pas de limite. C'est comme une mitraillette, en fait, elle ne s'arrête jamais. Donc on sent qu'il y a un vide abyssal qui n'est pas comblé. Et effectivement, elle n'a pas de limite. Dans le film, je ne sais pas si tu te rappelles, elle va abandonner un enfant dans un parc. Elle tape plusieurs fois dans un pauvre vieux chien. Bon, alors il l'abandonne sur le trottoir. Elle a pas de limite et elle n'a pas au final de morale. Et tout au début, j'ai dit que c'était une perversion morale. Alors la morale, qu'est-ce que c'est ? Tiens, Sylvain, la morale, c'est quoi ? Alors ça, c'est un vaste sujet, là. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Non, mais pour toi, qu'est-ce que tu dirais ? C'est quoi la morale ? Avoir de la morale. C'est avoir des valeurs. Oui, c'est avoir ses propres valeurs, mais c'est être capable, grosso modo, de distinguer le bien du mal. En gros, ce serait ça, avoir la morale. Et donc dans la personnalité, le pervers narcissique, il y a une perversion de la morale. Et sache que donc, les chercheurs ont découvert que la morale était dans la nature. Ça veut dire qu'on est, du verbe naître, on est tous avec une morale qui fait qu'on s'entraide, qu'on coopère. Et les chercheurs ont montré que effectivement, c'était dans plein de groupes d'animaux, de mammifères notamment, des souris en allant jusqu'aux éléphants, il y avait cette entraide et cette coopération, donc elle existe aussi de base chez l'humain. Ce qui va faire que cette morale varie ou pas et intègre ou pas les lois et le bien et la méchanceté, ça va être la capacité d'empathie. Et cette capacité d'empathie, c'est un peu comme la pâte à crêpes, il y a deux gros ingrédients, c'est le temps et l'amour. Ça veut dire que si tes parents t'ont peut-être réconforté lorsque tu pleurais, lorsque on est venu te voir quand tu faisais un cauchemar, lorsque peut-être ton papa ou ta maman a dit je suis triste à ce moment-là, c'est-à-dire que lorsque on a partagé et on a compris depuis petit l'émotion d'un enfant, eh bien son empathie va grandir et cette empathie va conditionner tes relations tout au long de ta vie. D'accord ? Et quelqu'un qui n'a pas eu ça, malheureusement, eh bien, manque d'empathie et donc sa morale chute, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Et donc du coup, c'est très handicapant pour la personne, mais surtout pour les autres, parce que les dommages collatéraux sont nombreux. Rappelons bien que l'empathie, c'est la conscience de l'autre. C'est ce qui fait que tu considères l'autre comme ton alter ego, quoi. Donc c'est très important. Sinon, tu déshumanises et c'est exactement ce que Tati Daniel fait. Alors c'est vrai que si on reprend les traits de personnalité narcissique, on les retrouve quand même chez Tati Daniel. Donc le besoin d'être admiré, ça on l'a dit. La conviction de disposer d'un droit. On a l'impression que tout lui est dû. Elle, juste avant de se faire gifler par Sandrine, donc Isabelle Nanty, lorsqu'elle lui demande est-ce que je peux prendre... Non, elle lui a dit vous avez nettoyé les toilettes. Non, vous avez sali les toilettes, c'est pas moi qui vais les nettoyer. Et Tati Daniel lui dit je vous paye pour ça. Donc on est vraiment dans je dispose d'un droit sur toi, tu es ma chose. L'exploitation des autres pour atteindre ses propres objectifs.
Bah, ça, c'est... Enfin, là, en l'occurrence, elle exploite sa famille et son auxiliaire de vie. Ça, il n'y a pas de doute. Le manque d'empathie, bah, ça, on en a parlé. Ça a plusieurs niveaux, hein. Je veux dire, elle peut abandonner son petit-fils dans un parc, abandonner un pauvre petit chien trop mignon sur le bord de la route, ou donner des coups de canne dans son auxiliaire de vie qui vient juste de mourir à ses pieds. Voilà, donc là, ça, il n'y a pas de souci, c'est OK. Le sentiment que les autres l'envient ou convoitent ses biens, bon, bah, ça, ouais, elle le dit, hein, genre, voilà. Et, ça, Ils en veulent après mon argent. Voilà. Ils ont déjà eu la maison, là, ils n'auront pas le reste, hein, etc. Ce petit bijou, là, auquel je tiens tant, ceux-là, ils l'auront pas, etc. L'arrogance et la fierté. Alors ça, c'est vrai qu'elle a toujours cette apparence comme ça, hyper digne par certains côtés. Moi, je me rappelle la scène où elle est en train de lire son bouquin, et genre hyper... comme ça, hyper rigide, genre à la tête haute et tout. Puis il y a son petit-fils qui vient, et donc elle se sent gênée par lui, quoi. Donc voilà, elle le regarde d'une façon un peu hautaine, et puis elle l'envoie faire un dessin juste avant de refermer la porte à clé derrière lui pour être sûr qu'il ne reviendra pas lui casser les pieds. Bon, le sens exagéré et infondé de son importance. Il y a un exemple qui te vient en tête, il y en a plein, hein, mais le fait que sa famille finalement soit complètement dévouée à elle, renforce chez elle l'idée que tout le monde est à ses pieds. Cacher des informations pour arriver à ses fins, je ne sais plus si elle dissimule des trucs, ça ne me revient pas là. Bon, s'énerve facilement si on ne répond pas à ses besoins. Ça oui, elle fait des crises de nerfs comme un petit enfant, hein, des fois. Si cacher des informations, elle aurait très bien pu appeler, parce qu'elle n'est pas du tout sénile, lorsque Isabelle Nanty, sa Sandrine part, plutôt que de manger et de mettre à sac l'appart, elle aurait pu, parce que les téléphones existaient à ce moment-là, elle aurait pu appeler, descendre, elle aurait pu appeler à l'aide. Elle a caché des informations pour arriver à ses fins, c'est-à-dire montrer qu'on l'a abandonnée, et voilà quoi. Alors, parlons maintenant un peu des autres diagnostics qu'on pourrait évoquer dans le film, que ce soit pour Tati Daniel d'ailleurs, ou pour un autre personnage comme celui de Sandrine. Tu voulais parler justement de la différence, toi, entre Tati Daniel et Sandrine, son auxiliaire de vie. Oui, parce qu'en fait, d'un simple coup d'œil, on pourrait se dire, tiens, c'est deux méchantes. Mais en fait, moi, j'ai pas du tout vu ça, dans le sens où j'ai plus eu l'impression que Sandrine, donc son auxiliaire de vie, elle est assez froide, elle est fermée au premier abord. Mais je pense que si Tati Daniel avait été un peu gentille, et d'ailleurs elle l'est à un moment, et ben ça l'émeut, elle est touchée, sincèrement. Lorsque donc elle a un problème avec sa voiture et que Tati Daniel va lui faire un chèque, elle dit même on m'a jamais fait de cadeau. Donc on sent vraiment que c'est quelqu'un qui n'a pas été habitué, qui n'a pas été sensibilisé à la gentillesse, mais lorsqu'elle la reçoit, même à l'âge adulte, et ça c'est une belle preuve d'espoir, qui est lorsqu'on n'a pas développé de pathologie perverse, et ben peut-être que voilà, on peut ouvrir son cœur à tout âge. C'est trop beau ce que je dis. Et donc du coup, bref, Sandrine, elle n'est pas hermétique et perméable, voilà, cherchez le mot, elle est perméable à la gentillesse et elle va être touchée. Alors que Tati Daniel, lorsqu'on est gentil avec elle, plus on est gentil, plus elle démolit. Comme si la gentillesse était vraiment une agression, que c'était la pire des choses et que du coup, plus on est gentil, plus elle détruit. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Autre différence, moi j'ai vu chez Sandrine qu'elle essayait de mettre en place, d'ailleurs elles ont une petite amitié à un moment donné, elle met en place plus une amitié saine, c'est-à-dire qu'elle a fait quand même une promesse à Tati Daniel en lui disant voilà, un jour je t'emmènerai en voyage, et elles se séparent parce qu'elles se disputent, parce que justement Tati Daniel, dans une amitié saine, on est censé laisser libre l'autre.
On n'est pas censé l'enfermer dans une cage, alors que Tati Daniel, tout lui est dû. À partir du moment où elle a fait un chèque à cette Sandrine, elle lui dit tu restes là, alors qu'elle elle voulait passer une nuit avec son amoureux. Elle lui demande la permission gentiment en se disant c'est bon, ça va passer, et Tati Daniel lui dit non, je refuse, et l'enferme dans cette cage fusionnelle. D'ailleurs, relation fusionnelle qu'elle a avec Sandrine, relation fusionnelle aussi qu'elle a avec son mari qui est défunt, et avec qui elle parle toujours, et malheureusement il ne peut plus s'en aller nulle part, donc elle peut avoir cette relation fusionnelle. Mais Sandrine va revenir la chercher à la fin du film, donc elle va tenir sa promesse. Donc on est sur... elle n'arrive pas à ses fins, c'est-à-dire que sinon elle aurait eu le chèque, elle serait partie avec sa voiture, elle s'en fiche. Là, elle est revenue la chercher. Donc on est dans quelque chose qui est de tout l'inverse du manque d'empathie. C'est l'amitié en fait. Ce dont Tati Daniel est incapable, je pense. D'accord. Ouais, moi je suis... Enfin d'ailleurs je dis d'accord, mais je voyais la personnalité de Sandrine un peu différemment. Moi je la voyais plus comme une psychopathe. Parce que c'est pas... Elles ont quand même des points communs avec Tati Daniel. Elles se sont retrouvées, hein, toutes les deux. Il n'y a pas de hasard. Parce que bon, le personnage d'Isabelle Nanty, elle n'a pas non plus des masses d'empathie, notamment avec le chien. Ouais, là, je trouve qu'ils se retrouvent plus sur des bêtises, des enfantillages. Et elles font des bêtises ensemble. Tu vois, plus sur ce côté, ouais, c'est pas grave, quoi. Bon, j'ai pas senti autant, mais je t'en prie. L'histoire du chèque, moi, je trouvais au départ, je me suis dit que quand même, elle utilise un peu... Tati Daniel pour finalement avoir de l'argent et réparer sa voiture, finalement, comme si elle la manipulait un peu d'une certaine manière. Toi, tu vois ça plus comme un acte de gentillesse de la part de Tati Daniel. Elle serait jamais revenue. Elle aurait pris l'argent, un manipulateur, il arrive à ses fins et il s'en va et il manipule quelqu'un d'autre. Là, et puis elle est vraiment, enfin dans le film, et ça c'est quand même très bien joué par Isabelle Nanty, elle est ultra touchée. Et puis elle tourne pas autour du pot en disant oui alors j'ai un problème machin, j'ai manque d'argent et tout. Elle dit juste il m'a appelé, j'ai pas fait réparer ma voiture, oh c'est la poisse. Et Tati Daniel propose qu'il n'y a pas eu un gros travail de je veux de l'argent, tu vois. Donc finalement c'est presque un choc de génération. Alors c'est deux personnes qui ont à peu près le même caractère, sauf qu'il y en a une qui est plus jeune que l'autre, quoi. Et donc, du coup, elles sont potes. Elles sont BFF. Moi, je dirais qu'il y en a une qui est pervers narcissique, qui a développé cette pathologie. Et je pense que Isabelle Nanty, donc dans le film Sandrine, n'est juste pas habituée à la gentillesse. Et du coup, ça la surprend, mais elle est en capacité de ressentir. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit dans... Elle a pas vraiment... Enfin, j'ai pas senti, moi, qu'elle ait ce trouble de personnalité. Mais... Alors, est-ce que Tati Daniel, elle pourrait pas être aussi un peu histrionique ou alors hystérique, comme on disait avant? On dit plus trop ça parce que c'est un peu... maintenant, c'est un peu jugeant de dire ça. Mais donc, ça veut dire un peu théâtral. Alors... La personnalité histrionique, à la différence de la personnalité narcissique, elle va chercher plutôt à séduire au lieu d'être admirée. C'est-à-dire vraiment, on est dans l'érotisation du contact, chercher à plaire à l'autre, sans forcément que ça aille vers quelque chose derrière. Donc, là, c'est pas vraiment le profil de Tati Daniel. À aucun moment elle est dans la séduction avec qui que ce soit. Voilà, chercher à être admiré, c'est vraiment pas pareil que de chercher à séduire. Ouais. Par contre, un autre type de personnalité qui pourrait quand même lui aller pas mal, c'est la personnalité paranoïaque. La personnalité paranoïaque, c'est des gens qui vont avoir tendance à être anormalement méfiants, qui vont avoir facilement des doutes, le plus souvent injustifiés, sur la fiabilité des autres. C'est des gens qui vont avoir des réticences à se confier, qui vont être assez rancuniers.
elle a quand même ce profil de caractère. Bon, sauf que le paranoïaque, lui, il va pas forcément chercher à faire des crasses aux autres ou à les rabaisser ou à les humilier. Mais par contre, c'est quelqu'un qui va être dans la retenue, la méfiance, qui va faire vachement gaffe à qui il parle, comment il parle, ce que font les gens, pourquoi ils font telle ou telle chose, à aller trouver des sens qui n'existent pas à certaines paroles ou à certaines actions. Bon, voilà, mais c'est vrai que des fois, dans le discours de Tati Daniel, on a l'impression qu'elle est cernée par des gens qui lui en veulent et qu'il faut qu'elle se protège, quoi. Si tu nous parlais un petit peu d'emprise et de manipulation, Laura. Très bien, Sylvain. Effectivement, en fait, c'est important, c'était important, on en avait parlé quand on a préparé le podcast, de ne pas parler que du pervers narcissique, mais surtout de ses proies et quel est le profil et comment on peut s'en sortir. Alors, même si chaque cas est différent, c'est intéressant d'essayer de dresser une espèce de portrait de la proie idéale du pervers narcissique. Alors, souvent, c'est des personnes qui vont se sentir bêtes, malheureusement, mais bien au contraire, en fait, elles sont loin d'être bêtes. Elles sont souvent choisies, les personnes, hommes ou femmes, parce qu'elles sont intelligentes, parce qu'elles sont fortes, parce que le pervers narcissique va s'en servir comme faire-valoir. Il ne va pas vouloir avoir quelqu'un qui ne brille pas à son bras. Au contraire, comme il veut être admiré, il veut montrer qu'il est en bonne compagnie. Et une fois qu'il a choisi quelqu'un qui est brillant, quelqu'un qui est solaire, quelqu'un qui est loyal, eh bien, va commencer un travail de sape en off, jamais bien sûr devant public, pour peu à peu... moi j'ai l'image de un aigle royal à qui on brise plume par plume pour qu'il ne puisse plus s'envoler. Donc ça va être par les phrases dont tu nous as parlé en début de podcast, ça va être aussi par des attitudes, et je vous expliquerai juste après un petit peu le mécanisme qui est utilisé. Mais donc ce travail de sape va finalement mettre un voile sur les yeux de la personne qui va toujours lui trouver des excuses. Et d'ailleurs dans Tati Daniel, dans ce film, elle est odieuse avec sa voisine d'EHPAD. Et quand elle part, la petite dame dit « Mais elle était si gentille !» Et là, on se dit « Waouh, on n'est pas dans le même monde, mais parce qu'on n'a pas vécu la même chose. » Et ces personnes-là ont comme une aura, et à force de rabaisser, la personne, elle pense vraiment que elle est un moins que rien et que l'autre est un dieu vivant. Donc on finit par y croire. Pour exemple, je crois qu'en tant qu'adulte, même pas en tant qu'enfant, une fois je me suis fait disputer par quelqu'un, j'étais même pas en tort. Je pense que ça devait être un accident de voiture, la personne est sortie, je n'étais pas en tort. Elle m'a crié dessus. Tout de suite, je me suis dit ok, c'est moi qui suis en tort, parce qu'on me crie dessus. Donc c'est une espèce de conditionnement en fait. C'est pas la réalité, mais c'est comme ça qu'on te fait ressentir. En fait, tu doutes. Tu te dis, ah tiens, il y a un truc que j'ai pas compris, on me crie dessus, j'ai peut-être fait une bêtise. Alors moi, c'est pas le doute n'était même pas un passage, c'est-à-dire que j'y ai cru directement. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, à partir du moment où tu dis les choses avec conviction, t'as plus de chances qu'on croit. Et si voilà, je te dis, écoute, c'est vraiment ta faute si je me sens comme ça, là c'est compliqué. Alors les profils préférés, ça va être des individus qui sont empathiques, qui sont en quête de validation, donc qui peuvent avoir une estime de soi, un ego fragile, ou la personne qui est dépendante affective. Alors c'est des personnes qui se retrouvent en termes de carence affective avec le pervers narcissique, et ça fait un combo qui est assez... qui matche bien malheureusement parce que les deux se retrouvent là-dedans.
Donc je vous parlais tout à l'heure d'une méthode. Alors même si elle varie en fonction de l'individu, il y a des grandes choses qui se dessinent. Et d'ailleurs, dans le film Tati Daniel, on le reconnaît, la première étape du conditionnement à la soumission, donc il s'agit de casser les ailes de cet aigle royal, serait de tester les limites. D'ailleurs, quand Tati Daniel voit son auxiliaire pour la première fois, elle le dit, je vais te mater moi. Donc voilà, elle va aller tester ses limites. Le deuxième point, la suite, ce serait de remettre en question perpétuellement la personne. On le voit quand il y a sa nièce qui vient lui rendre visite, elle s'assoit, alors elle a 30 ans, mais elle s'assoit comme une gamine de 3 ans, et Tati Daniel lui pose une série de questions en mode interrogatoire de police, et elle va chaque fois dire « Ah ouais, ah bah tiens, ah bah c'est pas trop tôt ». Et donc à chaque fois, ça va être un pic, donc elle la remet en question perpétuellement. La troisième phase, une fois qu'on a bien rabaissé la personne, au final, c'est la proie qui va trouver des excuses au pervers narcissique. Et d'ailleurs, la belle-fille qui est... Catherine Jacob. Voilà, Catherine Jacob. Lorsqu'elle arrive à Paris et qu'elle est odieuse, elle dit non, mais Tati est fatiguée. Donc elle va lire, elle dit oui, c'est un gros changement pour elle. Donc on va trouver des excuses à la personne. Et la quatrième phase qui est la plus grande, et le final, le bouquet final, c'est le renoncement à ses propres valeurs. Et ça, on en parle quand on isole. Par exemple, si votre famille, vos amis, c'est le truc le plus important de votre vie, et si on vous isole de ça, alors ça veut dire que vous renoncez à ces valeurs-là. Et ça, c'est terrible. Personne n'a le droit de vous faire renoncer. Les valeurs, c'est un peu la colonne vertébrale qui fait qu'on marche et qu'il y a un sens à cette vie, à votre vie. Donc si jamais quelqu'un vous en isole, déjà de quel droit, et non, quoi. Les différents types de violences, alors, c'est ça dont tu voulais parler après ? Ouais, comment est-ce qu'on reconnaît qu'il y a de la violence ? Parce que parfois, le pervers narcissique, il va pas arriver en mode bonjour et je te mets une grosse claque dans la figure. C'est plus insidieux que ça va s'installer tout doucement. Et il y a différents types de violences. Donc il y a les violences verbales, les insultes, bien sûr, mais il y a aussi le côté passif-agressif. Tati Daniel l'utilise d'ailleurs beaucoup, en disant, avec un grand sourire, on lui fait un super repas et elle va la regarder en disant « je n'aime pas le persil ». Et voilà, ça c'est passif-agressif. C'est du basilic, elle n'aime pas le basilic. Oui, pardon, oui, j'ai dit persil. Non mais c'est important. C'est important. Tu vois, ça c'est passif-agressif. Merci Sylvain. Il peut y avoir des violences... années de pervers narcissique, donc... Tu t'y connais. Il peut y avoir des violences physiques, donc oui, effectivement, ça peut être les coups, mais ça peut être aussi pas forcément les coups, ça peut être je te retiens. Voilà, là je t'ai pas frappé, mais si je te retiens par le bras, par exemple, ou si je te mets une petite pression, il y a des gestes comme ça. Quand on met une main très forte sur l'épaule, on n'est pas dans des coups, mais on est sur une violence physique. Il y a des violences sexuelles aussi. Si tu fais pas ce que je te demande de faire, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Si tu ne demandes pas ça, si tu fais pas ce truc que j'ai vu dans le porno, ça veut dire je vais me suicider en fait. On peut faire du chant. Ça c'est des violences sexuelles. Il peut y avoir des violences psychologiques. Alors on l'a vu, Tati Daniel qui abandonne cet enfant, elle va marcher sur les fleurs d'Odile sciemment, alors qu'elle sait que Odile, elle a mis du temps à faire pousser ses fleurs. Elle va mettre la honte à table quand ils ont des amis, et surtout la saleté. La saleté, c'est son arme fatale, où vraiment c'est très rabaissant. Parce qu'on sait que on va mettre... comment dire ? Elle force sciemment les gens à nettoyer quelque chose qu'elle a fait exprès. Lorsqu'on ne le fait pas exprès, bien sûr que il y a quoi de plus normal que d'aider quelqu'un qui a des soucis, mais là vraiment on est dans du sadisme. Voilà. Et puis tout ça c'est prémédité, les petits coups qu'elle fait ou les gros coups, mais elle a aussi des pulsions infantiles. Elle grimace, elle donne des coups,
Et ça, on est plus dans des pulsions, quoi. Alors, je vous mettrai en annexe du podcast le violentomètre qui est ultra intéressant. Nous, on l'a mis au cabinet dans la salle d'attente, puisqu'il permet, c'est une échelle de 1 à 24, je crois, et qui permet de voir 24. plusieurs faits, Ou des attitudes. des attitudes d'un homme ou d'une femme sur un homme ou une femme, dans un couple ou en famille, ou même c'est plus dans un couple là, au départ c'est en vert, ça veut dire que tout va bien. Il y a une partie qui peut être un petit peu hésitante, où on peut se dire c'est pas grave, ça passe, mais il y a marqué vigilance, dit stop, et il y a quand même violence lorsque par exemple la personne est jalouse en permanence, ou lorsque elle fouille dans les textos, les mails, les applis, lorsqu'elle rabaisse les opinions ou les projets, qu'elle se moque de toi en public. Donc on n'est pas dans des violences style je rentre à la maison et puis je te mets la tête dans le radiateur. C'est pas aussi explicite que ça, mais c'est quand même de la violence. Il faut être vigilant et savoir dire stop. Et il y a toute une autre partie qui est plus dans l'orange mais dans le rouge, où on est vraiment dans protège-toi, demande de l'aide. Alors là, c'est te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe. Oui, là, on est vraiment... Te traite de folle quand tu lui fais des reproches, t'oblige à avoir des relations sexuelles. Donc voilà, on est dans des choses qui sont un peu plus extrêmes, mais cette échelle, elle est intéressante parce qu'elle permet d'arrêter le robinet dans les premières gouttes. Et sachant que la violence, c'est un peu comme un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu dis rien, les paliers sont validés et on monte au palier d'après. Ouais, moi, c'est la partie jaune-orange qui me pose question, parce que y a des fois, tu te dis, ah ouais, quand même, j'ai fait ça, mais bon, alors sans forcément penser à mal, quoi. Genre se moque de toi en public. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Genre, tu peux plus faire une petite blague sur quelqu'un sans être un gros pervers narcissique? Je pense que c'est la récurrence qui fait ça. Et je pense que si toi, tu te moques de moi, par exemple, d'ailleurs, on en reparlera puisque c'est déjà... non, mais si tu te moques de moi, par exemple, à un repas, et que je te dis après, ouais, Sylvain, fais plus ça parce que ça me fait vraiment mal au cœur, tu vas peut-être me dire désolé, c'était pour rire, mais tu vas entendre ce que je dis et peut-être que tu vas pas recommencer, enfin je le souhaite. La violence, c'est vraiment lorsque la personne le fait, ne le reconnaît pas, et puis elle va continuer, puis elle va dire non mais attends, t'es trop sensible, ça va, si on peut même plus blaguer, et puis elle va se servir de toi. Moi je pense que se moquer de quelqu'un en public, c'est vraiment l'image, c'est je te prends la tête, je suis dans l'eau, et pour ne pas couler, je vais toi te couler, et moi je vais rester la tête hors de l'eau. Et si vous ressentez ça à table avec des amis, et que votre conjoint ou votre partenaire fait cela, ça c'est alerte. D'accord ? Ok. Bon, c'est très intéressant. On essaiera de récupérer ce fichier-là pour pouvoir le mettre sur le violentomètre, ouais. Le violentomètre, pour le mettre soit dans les commentaires de la description du podcast. Ok, j'en mettrai. Une petite parenthèse sur... Alors, c'est pas en 5 minutes qu'on donne la recette miracle de se libérer de l'emprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'emprise, se séparer de quelqu'un qui est sous emprise, on n'est pas dans une rupture simple qui, bien sûr, et c'est un chagrin d'amour et que je ne nie pas, c'est très dur, un chagrin d'amour. Néanmoins, là, on est vraiment dans un rapport qui est toxique et qui laisse des cicatrices très profondes. Donc, quelques conseils pour en sortir. Le premier, je vous dirais, pas de contact direct avec la personne. Parce que la personne a la capacité, elle l'a fait depuis des mois, voire des années avec vous, de retourner la situation, de dire non mais c'est toi qui es folle, non mais c'est moi qui vais me suicider, c'est toi qui vas partir, non mais c'est moi, non mais... Et du coup, bouf, vous replongez. Donc, pas de contact direct. Première étape. Deuxième étape, préparer le départ en secret. Ça veut dire, tu vas contacter tes proches, tu vas trouver un lieu sûr, tu vas mettre tes finances en sécurité et tu vas te barrer en secret. D'accord ? C'est très important. Il y a des associations. Personnellement, dans mes patients, j'ai déjà réussi
De lundi, c'était incroyable, à lundi, elle a dit je pars dans sa tête. On a préparé avec une association son départ. Jeudi, elle était partie de chez elle. Donc, avec son enfant, en plus. Donc, c'est possible, d'accord ? Le troisième, c'est couper les ponts. Ça veut dire vraiment plus de contact avec la personne. C'est très important. Et en quatrième lieu, essayer de reconstruire l'estime de soi. C'est possible. À l'aide de ses proches, à l'aide du temps, à l'aide de professionnels, c'est possible. Donc, ne perdez pas espoir. Il y a une autre vie qui peut vous attendre si vous entendez ce podcast et si vous pensez être dans cette situation. Alors, moi, je n'ai pas beaucoup d'exemples comme ça à la consultation. Je pense à une patiente, et je m'en rends compte maintenant avec le recul, c'est aussi que quelqu'un qui est sous emprise, c'est plus du tout la même personne. Elle n'est plus la personne qu'elle est d'habitude. Et c'est drôlement intéressant de voir que lorsque cette personne se libère de l'emprise du pervers narcissique, petit à petit, elle redevient qui elle était avant. Et on a affaire parfois à une toute autre personne. Limite, tu la reconnais pas. On parle souvent de femmes, mais je ne sais pas s'il y a des hommes qui sont sous l'emprise de perverses narcissiques. J'ai eu, bien sûr. Ouais. Le souci, c'est que la femme, et on peut parler du biais cognitif, juste après, qui est intéressant, la femme, elle a... et il y a des clichés. Il y a des clichés qui ont la vie dure. Et la femme, on va plutôt dire qu'elle est folle, elle est chiante, ou elle est un peu, elle a ses moments, par exemple. Et donc, c'est un petit peu, on va moins lui dire, ça va être moins clair qu'un homme. Mm-hmm. Alors que c'est tout, dans les deux sexes, c'est largement possible. Et pour preuve, j'en ai vu aussi au cabinet, malheureusement. Alors, c'est important de parler du biais cognitif. Qu'est-ce que c'est que le biais cognitif ? C'est... Tu as une image et tu vas avoir une pensée automatique associée à cette image. Par exemple, un chien noir, c'est dangereux. Ou alors, un homme à lunettes, c'est forcément intelligent, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Ou une femme aux yeux bleus, tu peux lui faire confiance, n'est-ce pas ? Donc, il y a des idées, des pensées automatiques qui sont associées dans notre société, dans les histoires, dans ce qu'on nous a raconté, à des pensées automatiques. Et les vieilles dames, Sylvain, qu'est-ce que ça inspire quand on voit une vieille dame ? Ça inspire de la fragilité, on a envie d'être gentil avec elle. Parce qu'elle est fragile, elle est petite, pauvre petite chose, et qu'elle est forcément gentille. On est vieux, on est gentil. Or, c'est pas forcément vrai. J'avais cet exemple, parce que moi j'ai travaillé 5 ans en maison de retraite, une super expérience d'ailleurs, et il y avait une dame qui avait 7 enfants. Dans le coin en plus. Et les 7 enfants, il n'y en a aucun qui venait la voir. Et moi, j'étais ultra triste pour cette pauvre dame. Et puis, je me suis dit, pas possible, mais cette ingratitude de la famille. Et une infirmière m'a dit, mais tu sais, Laura, en gros, qui sème le vent récolte la tempête. C'est-à-dire que ça ne sort pas de nulle part. C'était une personne qui était assez mauvaise toute sa vie. Et c'est pas parce qu'elle vieillit que les gens vont forcément lui pardonner ou s'adoucir. Ça, c'est un gros sujet de se dire, oui, il faut respecter sa famille, oui, il faut respecter ses aînés. À tout prix, ça, je ne sais pas. Moi, je suis pas forcément d'accord. Ok. Eh bien, écoute, je te propose qu'on parle un petit peu, mais vraiment très très vite, des pathologies psychiatriques chez le sujet âgé, en tout cas certaines, qui peuvent être intéressantes et puis qu'on pourrait presque coller à cette pauvre Tati Daniel. Des pathologies du sujet âgé, il y en a plein en psychiatrie, mais bon, voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes. On va commencer par la plus célèbre, celle pour laquelle les psychiatres et les neurologues se tirent la bourre en disant non, c'est pas pour moi, c'est pour toi, etc. C'est les formes de démence. Donc les maladies neurodégénératives.
Bon, la première, c'est la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est vraiment le vieillissement cérébral par excellence. Mais la démence, elle peut aussi être due à d'autres problèmes, notamment des problèmes vasculaires. La démence vasculaire qui est liée à des mauvais fonctionnements ou des petits vaisseaux minuscules qui sont disséminés un peu dans le cerveau et qui se rompent par-ci par-là, finissant par causer des lésions dans certaines aires du cerveau. Et donc ça peut entraîner des troubles cognitifs. Il y a la démence à corps de Lévy. Celle-là, elle est un petit peu plus connue. C'est un genre de démence, mais avec en plus des symptômes parkinsoniens. Donc la maladie de Parkinson, vous savez, c'est cette maladie qui provoque des tremblements, des troubles de la marche et une certaine raideur de la musculature. Et parfois aussi des phénomènes hallucinatoires, souvent hallucinatoires visuels, pardon, le plus souvent dans le champ visuel, périphérique. Les patients parkinsoniens ou les patients qui ont une démence à corps de Lévy peuvent avoir tendance à prendre peur parce qu'ils voient des ombres bouger dans leur salon ou des gens qui se cachent derrière leurs rideaux. Voilà, c'est jamais en vision directe, mais il se passe des trucs en périphérie et ça fait très peur. Un autre type de démence qu'on pourrait retrouver, qu'on pourrait associer à certains comportements de Tati Daniel, c'est la démence frontotemporale qui se manifeste par une perte de l'inhibition, plutôt la désinhibition souvent, où on se met à faire des choses qu'habituellement les barrières morales nous empêchent de faire, ou nous préviennent de faire. Alors en maison de retraite, ça se traduit beaucoup, pour l'avoir vu, par des comportements déplacés, par exemple, un peu de naturisme, un peu de... les personnes qui touchent les aides-soignants ou les aides-soignantes, on est plus dans le côté sexuel, souvent. Oui, sexuel et puis scatologique aussi. Voilà. Donc, les insultes aussi, pas de filtre. Là, par exemple, Tati Daniel, quand elle boit des litres de thé et qu'elle finit par suriner dessus sur le canapé du salon, sur le fauteuil du salon. Oui, mais on est d'accord. Personne qui a une démence frontotemporale, elle prémédite pas. Oui, d'accord. Mais ce type alors là, c'est pas un accident pour Tati Daniel parce que c'est provoqué, mais ce genre d'attitude, pas forcément voulu. C'est ce genre de choses qu'on peut retrouver aussi dans cette forme de démence. Alors, une pathologie aussi qui est particulière chez la personne âgée, c'est la dépression. Parce que la dépression, c'est le sujet âgé, elle ne va pas se manifester de la même manière que chez l'adulte plus jeune. Et ça peut arriver qu'il n'y ait pas de tristesse dans la dépression du sujet âgé. Alors qu'effectivement, le premier symptôme auquel on va penser lorsqu'on parle de dépression, ça va être la tristesse. Clairement, on est triste, on a envie de pleurer, etc. Par contre, les symptômes somatiques, donc les symptômes physiques, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver assez fréquemment dans la dépression du sujet âgé. Ça va être des douleurs, ça va être une fatigue importante, et surtout ça va être des troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, c'est des choses extrêmement compliquées à soigner. Alors déjà chez l'adulte, mais alors chez la personne âgée, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué parce que quand tu es le médecin qui doit soigner une insomnie chez une personne âgée qui prend déjà 10 médicaments pour plein d'autres problèmes et qui en plus vient te voir parce qu'elle te dit qu'elle devient entre guillemets folle parce qu'elle n'arrive pas à dormir, c'est super compliqué parce que toi tu vas être tenté de lui donner des médicaments mais bon ça se trouve tu vas lui provoquer d'autres problèmes. Donc, c'est complexe. Ouais. Sachant que l'insomnie, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais donc voilà, l'insomnie, il faut y penser. Il faut penser au diagnostic de dépression, même s'il n'y a pas les signes cliniques apparents habituels de la dépression. L'anxiété aussi, elle peut se manifester par
pas forcément par les plaintes habituelles, j'ai un poids sur la poitrine, j'ai des palpitations ou des tremblements, mais ça peut se manifester par de l'agitation, une espèce d'agitation comme ça, un peu stérile, voilà, voire carrément des troubles du comportement même, qui vont inquiéter la famille, et souvent la famille amène la personne en disant elle perd la tête. Voilà, parce qu'effectivement, les troubles cognitifs, il y en a dans la dépression. Mais quand tu as des troubles cognitifs et que tu es une personne âgée, on va se dire tiens, mais est-ce que tu serais pas en train de démarrer une démence ? Et en fait, pas forcément. Et ça, j'ai des cas véridiques, moi, de familles qui viennent avec parents, grands-parents, et qui m'expliquent docteur, vous savez, dans la famille, il y a des antécédents d'Alzheimer, et puis bon, là, ma grand-mère, elle a un peu des symptômes comme ça, et je pense qu'elle est en train de faire une démence. Il se trouve que lorsque tu poses le diagnostic de dépression et que tu la traites correctement, la personne qui a l'air d'être Alzheimer comme ça au premier abord, après elle redevient normale et tous les symptômes disparaissent. Et là tu te dis ok, je viens de redresser le diagnostic. Donc voilà, important. Alors est-ce que Tati Daniel, elle serait pas un petit peu déprimée des fois ? On sent qu'elle a perdu son mari, dont elle était, pour le coup, c'est pas une expression, folle amoureuse, dans un rapport fusionnel. Et elle veut le rejoindre. À un moment donné, elle lui dit je serai bien que là-haut avec toi. Donc, petites idées noires. Oui, bon, après, ça reste quand même très léger, mais... Par contre, la rigidification d'un trouble de la personnalité déjà préexistant, ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve chez le sujet âgé. Là, pour le coup, c'est la caricature, c'est Tati Daniel, c'est vraiment la vieille dame qui a ses traits de caractère bien figés et qui ne bougent pas et qui ne changeront pas. J'avais, en maison de retraite, ça m'avait fait rire, parce qu'on a fait l'entrée d'un monsieur qui, pendant une semaine, était vraiment très, très irritable, très colérique. Et sa famille était choquée, elle était désolée pour nous, en disant, ça doit être l'entrée dans la maison de retraite, ça doit être la dépression, etc. Donc voilà, on va lui coller des médicaments et tout. Et avant toute chose, je lui dis, mais il était comment ce monsieur avant ? Et là, il y a un blanc, il dit, il a toujours été comme ça. Voilà. Et là, tu dis, ok... On n'est pas dans une réaction, donc ça m'avait fait sourire. Dernière pathologie qu'on peut retrouver chez le sujet âgé, c'est les troubles délirants systématisés. Ils sont souvent favorisés par l'isolement. La personne comme Tati Daniel qui a perdu son mari avec qui elle vivait depuis des années le parfait amour et qui se retrouve toute seule chez elle. Bon là, elle n'est pas toute seule, Tati Daniel, mais voilà. Typiquement, la femme isolée, qui a peu d'échanges avec l'extérieur et qui commence à s'inventer un monde délirant et souvent avec des thématiques persécutives. C'est-à-dire, elle est isolée chez elle, mais les gens de l'extérieur lui veulent du mal. Ça peut être des bruits dans la ventilation qui sont faits exprès pour l'empêcher de dormir la nuit. Ça peut être parfois des hallucinations olfactives avec des odeurs nauséabondes dans la maison où la personne va penser que on jette des boules puantes ou du gaz pour l'intoxiquer sous la porte, etc., etc. Mais tout ça de façon très construite, très organisée, avec des persécuteurs désignés à l'extérieur, un peu flou, c'est le monde me veut du mal, ou c'est mon voisin, c'est ma voisine, c'est le propriétaire de l'immeuble qui veut que je m'en aille, ou qui cherche à me rendre folle, ou qui veut que je me suicide. Voilà. Mais ça, c'est pas propre à la personne âgée, ça veut dire si tu mets n'importe quel enfant ou adulte seul, prenons l'exemple de Seul au monde, tu te rappelles, avec Wilson, Oui. Et en fait, l'isolement, en fait, est-ce que ce serait pas l'échange avec les autres qui te fait rester dans la réalité, parce que tu peux confronter tes idées, parce que tu peux demander mais ce bruit, est-ce qu'il y était ou pas, etc. Tout seul, il n'y a pas de limite. Et le vide, c'est très angoissant. Donc effectivement...
Moi, je pense à un monsieur, surtout. Alors, lui, il vivait pas tout seul, il vivait avec sa femme. C'était compliqué d'ailleurs pour sa femme à gérer parce que lui était persuadé que il pouvait pas laisser sa voiture garée au parking parce que on allait la détériorer ou on allait voler des choses à l'intérieur. Souvent, il se levait la nuit parce qu'il dormait pas bien. Oui. Il allait vérifier dans le parking qu'il n'y avait pas un problème avec la voiture, qu'elle était bien fermée. Voilà. Notamment, il avait la conviction parfois que son voisin espionnait à l'intérieur de la maison avec des appareils très sophistiqués qui permettaient de voir à travers les murs. Voilà, toi, c'est des choses complètement extravagantes qui n'existent pas. Hein. Ah bon? Non, mais bon, Je des vais fois... éteindre le mien alors. Donc là, c'était une espèce d'appareil d'échographie qui permettait de voir à travers les murs et de percevoir les mouvements et les paroles des autres. Donc ça peut se manifester de plein de façons différentes. Voilà, je ferme la parenthèse. Après, il y a plein d'autres pathologies psychiques ou psychiatriques chez la personne âgée, mais ça me paraissait intéressant quand même de dire un mot sur celle-là, même si évidemment on les retrouve pas clairement chez Tati Daniel, parce que, déjà Étienne Châtillès, quand il a fait le film, il n'avait pas du tout cet angle d'attaque quand il tourne Tati Daniel. Il ne voulait pas faire de la clinique psychiatrique. Mais bon, je trouvais que c'était un bon moyen d'aborder ces thèmes. On donne notre avis sur le film. Allez, je te laisse commencer. Alors, moi, quand j'ai vu ce film, j'étais ado et j'avais souvenir que c'était très drôle. Et en fait, je l'ai revu quand j'étais adulte et surtout après aussi le côté professionnel. J'ai trouvé extrêmement malaisant et très triste. Moi, je ne me suis pas du tout attachée à Tati Daniel. Au contraire, j'étais elle m'a fait de la peine, mais j'ai eu beaucoup de tristesse pour les dommages collatéraux. Donc c'est sa famille qui dit, elle se met en quatre, elle ruine leur vie, et eux ils disent mais qu'est-ce qu'on a fait? Donc en fait là où ça m'a rendu très triste et où il y a un vrai problème, c'est cette notion de culpabilité. Donc en plus d'être détruit, on ne comprend pas ce qu'on a fait. En plus de la méchanceté, on culpabilise. Donc c'est de la souffrance par-dessus de la souffrance. Donc ça, c'est assez terrible. Et puis ce film-là est très complexe au final. C'est pas une vieille dame méchante, c'est pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. C'est différents types de degrés de compréhension, de réalité en fonction des individus, en fonction des histoires de chacun. Donc voilà, je te remercie de me l'avoir proposé et qu'on ait pu travailler dessus parce que ça m'a permis de le revoir. Voilà, j'ai revu un film complexe. Enfin, pour ma part, moi, alors on peut penser ce qu'on veut du cinéma d'Étienne Châtillès. Le film, il a quand même le mérite de montrer la vieillesse d'une façon complètement originale et inédite au cinéma. Hein. Donc nous, évidemment, comme je disais, on pose un regard clinique sur le film, mais c'est vrai qu'Étienne Châtillès, au départ, lui, ce qu'il voulait juste, c'était arriver à susciter chez le public de l'attachement pour une personne qui est à la base méchante et qui méprise tout le monde. Un point, c'est tout. Voilà, c'est quelqu'un de méchant. Point barre. Et là, même la philosophie de Tati Daniel, telle qu'il a décrit lui-même, c'est mieux vaut être seul que mal accompagné. Voilà. Et puis, il faut reconnaître que Étienne Châtillès, c'est un des rares réalisateurs dont les titres des films sont devenus des noms communs. C'est vrai que quand tu as une mamie qui est méchante avec tout le monde et qu'on n'aime pas trop, on va facilement la caractériser de Tati Daniel. Ouais. Tout comme quand on a un jeune de plus de 30 ans qui habite toujours chez toi à la maison, tu vas avoir facilement tendance à le caractériser de Tanguy. Voilà. C'est fort. C'est fort. Donc, ça, bravo à Étienne Châtillès, juste pour ça, quoi. Après, le film en lui-même, c'est un film qui est dans son jus, des années 90, qui a presque un côté... il y a le style des Pubérames, en fait, vraiment, dans les décors, dans les costumes, dans les dialogues. Donc, voilà, moi, j'ai rien contre, je trouvais que ça avait quand même un peu vieilli.
j'avais un souvenir assez négatif de Tati Daniel, hein, je pense un peu comme toi. Et puis quand je l'ai revue là, en vrai, elle m'a plutôt fait de la peine, cette dame. Voilà. Mais bon, ça n'a pas été désagréable de revoir ce film pour le podcast. Allez, on termine par nos recommandations. Je vais commencer avec un film de Valérie Donzelli qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en 2023, puisque là nous sommes juste en début 2025. Donc un film presque récent, qui s'appelle L'amour et les forêts, qui est un film avec Virginie Efira et Melville Poupeau, et qui est l'adaptation d'un roman d'Éric Reinhardt, que j'ai pas lu. Par contre, le film... ça met un peu une sale ambiance quand même, hein, parce que ça parle vraiment de pervers narcissiques, et ça commence par une rencontre amoureuse incroyable, un coup de foudre de cette femme jouée par Virginie Efira qui tombe follement amoureuse de ce type hyper séduisant, donc beau garçon qui a une belle situation, et qui la baratine un peu, et tout de suite elle tombe dans ses filets, et petit à petit, au fur et à mesure du film, l'étreinte se resserre, et on va voir comment est-ce que ce personnage-là va finir par finalement la couper de son entourage familial, de ses amis, exercer cette pression vraiment de pervers narcissique, là, au sens propre, là, il n'y a même pas de guillemets, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et il y a tout le déroulé, quoi, vraiment toutes les étapes que tu décrivais tout à l'heure, jusqu'à à la fin, là, la libération, en quelque sorte, exactement de la façon dont tu le décris d'ailleurs, hein, donc c'est assez marrant. Là, c'est un processus qui est commun. Donc moi je connaissais pas le processus, j'ai juste vu le film, et à un moment donné tu te dis mais pourquoi est-ce qu'elle ne réagit pas Parce qu'il y a ce fameux voile, et que le processus pour rabaisser la personne a marché. Du coup on n'est plus capable, on ne se sent plus capable, on pense qu'on n'a plus de valeur, et ça c'est vraiment grave et c'est dangereux. Moi, je me rappelle être tranquille dans mon fauteuil en train de me dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Réagis, fais quelque chose, réveille-toi !» Tu vois pas que le mec là, il... Et ce qui est terrible aussi, je vais te dire, c'est que l'entourage, quand ils vont venir vous chercher en vous disant « Réveille-toi », c'est une insulte supplémentaire. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un qui se fait tabasser, qui est par terre, qui est incapable de se relever, vous allez lui remettre un coup en lui disant « Réveille-toi, bon sang, mais t'as quoi dans les yeux ?» Donc il faut faire très attention. Si vous avez un proche où vous pensez que la personne est sous emprise, l'important c'est bien sûr de continuer à l'aider, à lui tendre la main, mais soyez très doux avec cette personne parce qu'elle est déjà très très mal. Donc ça sert à rien de lui en rajouter, de lui dire mais t'es bête ou quoi, voilà. Ok, allez, à toi. Mes recommandations, alors il y a un livre qui est très bien fait, qui est facile à lire et qui est très accessible, qui s'appelle Les pervers narcissiques de Jean-Michel Bouchou aux éditions Pocket. Il est rouge avec une main comme ça, qui manipule comme ça des ficelles. Il est très facile à lire, et puis je trouve que c'est assez édifiant. Il y a la série Bad Sister, que j'ai regardé récemment, qui se base sur une série belge. Alors, ouais. C'est plus dark, tu as dit, ouais. Oui, mais qui est plus... moi, je sais pas, j'avais beaucoup moins aimé la série belge. En plus, c'est dans le Wallon, c'est belge, hein, ça. Voilà, donc c'est un peu compliqué, en fait, quand tu connais pas connais pas la langue. Et la culture aussi, qui est très différente, alors que Bad Sister, c'est la culture anglo-saxonne. C'est je en trouve Irlande. que c'est ou en Écosse, je sais plus, mais et ça, du coup, c'est plus facile, je trouve, de s'identifier. Bad Sister, c'est l'histoire de 5 sœurs qui sont très très... On sent qu'elles ont grandi ensemble parce qu'il y a eu un drame familial, donc pas de parents. Et donc elles se sont construites ensemble, et une des sœurs va malheureusement rencontrer, se marier et faire un enfant avec un pervers narcissique. Un monsieur qui joue extrêmement bien la comédie, qui est très facile de détester, et qui, moi, m'a donné personnellement très mal au ventre.
Donc j'ai regardé la série parce que voilà, il y a quand même de l'humour, etc. Mais c'est assez bien fait. Et puis très important de donner un site internet. Si jamais vous êtes victime, vous sentez qu'il y aurait une possibilité d'emprise et vous ne savez pas, il y a un site internet qui a été mis en place par le gouvernement qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr, arrêtonslesviolences.gouv.fr. Si vous voulez de l'aide pour sortir d'une emprise, c'est vachement bien fait. C'est un chat anonyme, gratuit, à toute heure, où vous allez parler avec des gendarmes. Vous allez expliquer les faits sans... comme c'est anonyme, vous pouvez... surtout, l'intérêt, c'est de ne pas se censurer. Et eux vont être capables de vous dire, bon, là, écoutez, venez ou faites ceci, faites cela. Ils vont vous conseiller dans votre intérêt. Ça permet éventuellement d'avoir un rendez-vous à la gendarmerie, d'être attendu et pas d'aller lundi matin, coucou, il n'y a personne qui m'attend. Ça peut être une démarche très difficile et ce site, pour l'avoir utilisé plusieurs fois avec des patients, il facilite et ça, c'est une très bonne chose. Ok, écoute, merci. Là, je crois qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. On va s'arrêter là, si tu veux bien. Ma séance de psy, je vous rappelle que c'est avant tout un podcast. Que vous pouvez nous retrouver sur principalement Facebook et Instagram. Donc si vous voulez nous suggérer des films dont vous voudriez entendre parler ou si vous voulez faire tout simplement des commentaires, nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, vous êtes les bienvenus. Il y a aussi une version audio sur Facebook, peut-être filmée, on verra. Suspense, on verra si ça a marché ou pas. Et puis, en tout cas, si il y a une vidéo et que vous nous découvrez sur YouTube, sachez que Séance de Psy, c'est un podcast et que vous avez 22 autres épisodes à rattraper dans les plus brefs délais. Chop, chop. Voilà. Allez, sur ce, on vous dit à bientôt et bien sûr, on vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Salut Laura, salut à tous. Salut Sylvain, salut à tous.